Bienvenue dans ce nouvel épisode de Raconte-moi les mobilités, le podcast par Cara qui vous invite à réfléchir sur les mutations des systèmes de transport d'aujourd'hui et de demain. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Raconte-moi les mobilités. Je suis Magali Jouve, directrice de la communication pour Cara. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un univers souvent méconnu mais essentiel, le transport fluvial de marchandises. Pourquoi est-il une alternative crédible au mode routier et ferroviaire ? Quels défis doit-il relever pour devenir un acteur incontournable de la logistique décarbonée ? Et surtout, quelles innovations vont transformer ce secteur dans les années à venir ? Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Cécile Coas, référente nationale transition énergétique à la direction du développement de VNF, Voies navigables de France, et Mathieu Blanc, président de l'organisation fluviale European Barge Union et directeur du métier fluvial de Sogestran. Merci à vous deux d'être avec nous aujourd'hui. Je vais d'abord vous demander de vous présenter chacun. Cécile, on commence par toi. Oui, bonjour. Merci de m'accueillir aujourd'hui pour ce podcast sur ce thème si passionnant que le transport fluvial. Donc, je travaille pour les Voies navigables de France. Notre rôle, c'est bien de développer le transport fluvial tout en respectant les usages de l'eau des voies navigables qui sont en France. Ici, on se trouve aujourd'hui au bord du Rhône, à Lyon. Et donc, mon rôle au sein de Voies navigables de France, c'est de développer à la fois des solutions de recherche et développement pour innover, pour anticiper les pratiques futures et les besoins futurs de la voie d'eau, et également d'accompagner la transition énergétique de notre secteur fluvial, qui aujourd'hui fonctionne comme l'est la route sur la base de carburants qui sont encore carbonés et dont on a besoin de décarboner pour l'avenir. Merci Cécile. Mathieu, je vous laisse présenter Sogestran et aussi European Barge Union. Donc, bonjour à tous, Mathieu Blanc, donc je suis le directeur du métier fluvial de Sogestran, un des 4 métiers du groupe Sogestran. On est présent pour le transport fluvial en France, à la fois en flotte propre et en affrètement, et en Europe, un petit peu en affrètement, et beaucoup en flotte propre, à la fois en Hollande, en Belgique et à Duisbourg en Allemagne, où on a une grosse filiale là-bas. Mais j'ai aussi une autre casquette qui est celle de président de l'EBU, European Barge Union, qui en fait regroupe toutes les organisations professionnelles nationales des pays qui ont du transport fluvial en Europe. Donc on a autour de notre table à la fois des Italiens, des Autrichiens, des Allemands, des Hollandais. Et puis du coup, il y a une présidence tournante. Et donc ça fait 1 an et demi maintenant que je suis président de cette organisation pour représenter la France. Le but de cette organisation, c'est qu'un certain nombre de sujets se passent à Bruxelles pour notre profession. Voilà, en termes de réglementation, mais aussi pour le transport. Et pour que, en fait, quand il y a des directives ou des notes qui sont mises en place, comme actuellement, il y a des grosses notes qui sont en cours, que quand ils pensent très fort aux maritimes, aux ferrés, aux routiers et aux ferroviaires, et surtout qu'ils n'oublient pas le fluvial. Voilà. Donc ça, c'est notre but numéro 1, et qu'ils nous insèrent à la fois dans les directives de transport, dans les directives, dans tous les schémas d'infrastructure, dans les schémas de digitalisation, et dans les schémas aussi de décarbonation et notamment tout ce qui est autour de la taxonomie. Voilà. Donc c'est le but de l'EBU qui représente en fait tous les propriétaires de bateaux, donc les armateurs en Europe. Merci Mathieu. Alors, on va commencer par mettre un petit peu de contexte. Le fluvial est reconnu pour sa capacité à transporter de gros volumes tout en réduisant la congestion routière et les émissions de CO2. Mathieu, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelles sont les tendances de ce marché aujourd'hui ? Donc en fait, on est vraiment au service de notre économie au sens global du terme. Le BU, ce que j'ai oublié de dire, c'est que ça représente aussi les passagers. Voilà. Et ça va avoir son sens dans les propos que je vais tenir. On est face à 3 grosses tendances en Europe. La première qui concerne la désindustrialisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a de moins en moins d'usines en Europe, voilà, et en France spécifiquement. On perd entre 1 et 3% d'industrialisation par an. Et donc, le transport fluvial suit cette lente désindustrialisation. On est au service de l'industrie, donc en fait, une usine ferme, un transport fluvial va fermer. Par contre, on a 2 bonnes nouvelles. C'est que la consommation en Europe, elle augmente, pareil, de 1 à 3% aussi, depuis 20 ans, 30 ans. Et ça se voit parce qu'en fait, du coup, on a de plus en plus de conteneurs qui arrivent. On voit une progression du nombre de conteneurs qui arrivent dans les ports maritimes et donc une progression
des containers qui sont transportés en fluvial. Donc on a un développement aujourd'hui des conteneurs qui se fait. Alors c'est un peu poussif sur le Rhône, mais en tout cas, voilà, les grandes tendances, si on tire des traits sur 20 ou 30 ans, elles sont positives. Et la dernière bonne nouvelle, c'est que le tourisme a doublé sur les 10 ou 15 dernières années dans le transport fluvial. Il va redoubler dans les 10 ou 15 prochaines années dans le transport fluvial. Et donc, c'est un moteur aussi de notre activité économique du transport fluvial. Donc ça concerne en fait nos grandes tendances. Pour ce qui est du transport de fret, de la marchandise. En fait, le transport fluvial, il répond à des logiques de flux, c'est-à-dire que les modes ne sont pas opposés. Pour faire de manière caricaturale, le camion, il aime bien des flux entre 0 et 20 000, 30 000 tonnes. Le train, il aime bien des flux entre 30 000 tonnes et 80 000 tonnes. Et ensuite, il vient le rôle du transport fluvial à partir de 80 000 jusqu'à 100 000, 120 000, même beaucoup plus. Et puis après, pour le liquide, on s'orienterait vers des pipelines aux alentours de 300 000 tonnes par an. Voilà. Et donc, ça veut dire que c'est là où ça commence à être rentable de construire des pipelines. Donc, chaque type de transport a son usage lié à sa quantité de flux qui va passer. Donc, si une usine qui fait plus de 100 000 tonnes n'est pas en bord à voie d'eau, entre guillemets, il y a un sujet de supply chain. C'est pour ça qu'on a autant d'usines en bord à voie d'eau et autant d'usines en zone portuaire. Et puis concernant les marchés qui sont dans le transport fluvial de fret, donc il y a le vrac liquide qui existe, voilà, entre du chimique, de l'hydrocarbure, des énergies d'hier, comme le diesel, d'aujourd'hui comme le diester, le B100, le HVO, et puis on se prépare aux énergies de demain. Et le deuxième type de marchandise qui est transporté, c'est les conteneurs, j'en ai parlé. Donc ça, c'est plutôt une activité qui est en croissance à l'échelle européenne. Le troisième, ça va être tout ce qui est lié au bâtiment, les graviers et à la fois les déchets aussi du bâtiment. Il y a d'énormes flux, des millions de tonnes qui existent sur la voie d'eau. Le quatrième flux, ça va être du vrac sec, c'est-à-dire on va mettre des céréales, du sel, voilà, des produits liés à l'agriculture. Et le dernier, c'est tout ce qui est encombrant, soit à la fois en termes de volume, mais aussi en termes de poids, des pièces pour des centrales électriques, des transformateurs, des générateurs de vapeur, mais aussi des morceaux d'usine qui sont préconstruits. Donc ça, c'est nos 5 métiers, voilà, avec chacun leur tendance par rapport au marché, parce qu'on suit la vie de l'économie de notre continent, de l'Europe. Et donc, pour rester compétitif, le secteur du transport fluvial doit se moderniser. Il y a plusieurs enjeux qui sont en marche et dont on entend parler régulièrement. Le premier, c'est la transition énergétique. On dit que l'électrification des flottes est souvent, il est souvent cité comme un levier majeur pour décarboner le fluvial. Quels sont aujourd'hui, selon vous deux, les principaux freins à cette transition ? Revenons peut-être sur le choix de cette électrification que vous évoquez. Aujourd'hui, donc, le transport fluvial navigue essentiellement avec des carburants fossiles, même s'il y a quand même quelques utilisations de HVO, de biocarburants pour certains usages et dans un objectif de décarbonation. Puisqu'aujourd'hui, l'intérêt de ces biocarburants, c'est qu'ils sont utilisables directement sur des moteurs thermiques, quel que soit leur âge. Donc pour nous, c'est une véritable aubaine pour tous les bateaux qui sont en transition. Comme le disait Mathieu tout à l'heure, la durée de vie d'un bateau est très très longue. Elle peut atteindre une 60aine d'années. Donc tous les bateaux ne sont pas rétrofitables, ne pourront pas être modifiés et être électrifiés. Donc l'utilisation de ces biocarburants est une vraie aubaine et un vrai effet de levier pour la décarbonation du secteur fluvial. Ensuite, effectivement, on a le choix sur plusieurs autres énergies. On en a parlé aujourd'hui lors des tables rondes. On a le choix du méthanol, de l'hydrogène. D'ailleurs, Sogestran, vous avez testé un bateau à l'hydrogène. Peut-être que vous en parlerez après. Et parmi le choix de toutes ces énergies, un travail a été fait de connaissance de l'analyse de cycle de vie, de rendement énergétique, etc., de coût, de coût total de possession. Et effectivement, ce qu'on se dit, c'est que l'électrification, c'est quand même l'énergie qui est la plus directe. L'électricité, c'est pas une molécule transformée qui a nécessité une utilisation massive d'électricité ou d'eau. Donc pour nous, pour arriver au zéro émission qui est l'objectif 2050 de l'Europe, rappelons qu'il y a donc cette directive, cette réglementation RED III qui donc impose un niveau de décarbonation quasi total pour l'ensemble des mobilités d'ici 2050. Donc on doit se préparer dès maintenant. Et pour se préparer dès maintenant, on a donc analysé l'ensemble de ces filières-là. Et effectivement, l'électricité semble être un des leviers les plus intéressants, même si les autres le sont aussi et qu'ils ne sont pas exclus de nos modèles et des études qui sont engagées. En tous les cas,
Peut-être que les autres solutions sont encore un peu moins matures avec des moteurs et des outils qui ne sont pas encore sur étagère et qui ne sont pas encore complètement industrialisés, ce qui n'est pas le cas de la batterie et des moteurs électriques. Donc voilà, les freins, c'est peut-être la maturité du marché. Le marché n'est quand même pas forcément complètement mature aujourd'hui. Il faut développer de l'infrastructure. Pour développer de l'infrastructure, il faut avoir une demande. Nous, en tant que gestionnaire d'infrastructure, aujourd'hui, on se dit qu'on doit aussi accompagner la demande en préparant l'infrastructure. C'est ce qu'on essaye et c'est ce qu'on va essayer de faire dans les prochaines années. Mais il faut garder en tête que quand même, des bandes de recharge rapides, ça représente un coût très très important. Donc on va faire déjà un premier test dans Lyon. En 2027, on va mettre en place une borne de recharge électrique rapide pour des usages touristiques, mais aussi de logistique urbaine. Et effectivement, commencer à analyser les retours d'expérience de ce pilote-là. Ensuite, sur l'électrification des plus gros usages, donc des bateaux qui ont des motorisations beaucoup plus importantes, qui transportent du fret ou pour les péniches hôtels, les paquebots fluviaux qui naviguent sur notre réseau. Là, se pose la question de savoir quel sera le modèle pour l'électrification de ces usages-là. Aujourd'hui, on ne le connaît pas vraiment. Il y a des tests qui ont été faits en Europe, en Hollande par exemple, avec le projet Zero Emission Service. Donc c'est du swap de batteries chargées dans des conteneurs le long des rivières et pendant la navigation. Donc voilà, aujourd'hui on a du mal à connaître le modèle économique de ce système-là, mais c'est un système qui nous intéresse parce que voilà, il répond à cet usage d'électrification, mais en parallèle il y a aussi la possibilité de se recharger en recharge rapide le long du trajet. Comme tu disais, tous les 100 km, par exemple, on ne sait pas encore parce qu'en fait, il faut dimensionner la batterie, le besoin en énergie du bateau et l'infrastructure. Donc, tout ça fait qu'on doit réfléchir bien en amont aux besoins des navigants, à nos capacités à nous de générer de l'offre le long de notre réseau. Donc, c'est un travail qu'on fait de manière collaborative avec les navigants, avec un réseau scientifique, avec la Compagnie nationale du Rhône pour le Rhône spécifiquement. Et notre idée aujourd'hui, c'est d'essayer d'analyser les deux solutions, à la fois donc le transfert de batterie chargée dans des conteneurs et la recharge rapide. Voilà. Et de se dire que d'ici 2027, on sera en capacité d'avoir une idée de ce qu'on devrait pouvoir faire sur nos différents réseaux. Ah oui, donc les résultats, ils sont attendus quand même assez rapidement finalement. C'est des résultats d'études. Ensuite, oui. Il va falloir trouver les financements et voilà, engager un plan de travaux. Mathieu, sur cette question des leviers de l'électrification, des freins, des opportunités que ça représente, est-ce que vous avez une position à nous partager ? Donc, en fait, c'est ce qui est incroyable dans cette transition écologique qui est certainement en cours, c'est qu'on est quand même assez mobile, on teste des choses et on change aussi souvent d'avis. Voilà. Mon avis de maintenant, de fin 2025, est un peu le suivant. Il y a une grande marche qu'on peut passer pour atteindre 2035, et notamment avec le courant de quai, c'est-à-dire que quand les bateaux ne naviguent pas, de les brancher à quai. Je parle pour les bateaux de fret. Voilà. Et ça, il y a quand même une économie de 15-20% qu'on a sous la main. Il y a VNF qui a fait un super travail sur la Seine. Voilà. Le travail va être fait sur le Rhône. Et donc, c'est quelque chose qui va, du coup, de manière influencer positive cet objectif de 2035. Concernant la motorisation elle-même, j'avais des convictions, elles ont un peu changé. La tendance d'aujourd'hui, c'est qu'il y a une étude qui a été faite par le secteur du passager au niveau de l'Europe. Et ils plaident pour aller à 2050 pour avoir de l'électron, c'est-à-dire de la prise de quai et du méthanol. Voilà, c'est leur position aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, si je devais avoir une boule de cristal de dire comment ça se ferait, je militerais pour une solution que Cécile a présentée, mais combinée, c'est-à-dire à la fois du swapping, mais aussi de la recharge à quai. Donc on arriverait par exemple avec 2 blocs batteries, un qui serait vide, qu'on mettrait à quai et qui serait remplacé par une batterie pleine, et la deuxième qui serait à moitié vide et qui serait rechargée pendant le temps qu'on ferait le swapping. Et puis du coup, avec en effet tous les 100 km, une borne, on pourrait se mettre sur les systèmes de camions à 1 MW, voilà, qui est aujourd'hui un système qui est déposé, qui marche très très bien. Et du coup,
Voilà, on est dans une industrialisation de sujets en piquant le meilleur de chacun des modes et puis en venant l'installer chez nous. Donc aujourd'hui, technologiquement, on n'a plus de sujet de barrières technologiques. Le deuxième sujet, c'est réglementaire. On a à peu près levé nos sujets aussi. Donc en fait, notre modèle, il a un problème de prix. C'est-à-dire que construire un bateau 100% électrique, même en transportant de la marchandise à très haute valeur ajoutée, ça coûte beaucoup plus cher. Et il faut que le client y paye. Alors soit il paye parce qu'il est très sympa, soit parce qu'il est obligé. Et en fait, c'est plutôt le deuxième point qui va le mettre dans cette situation de devoir payer. Les rapports ESG, voilà, qui sont les rapports non financiers, avec l'obligation de faire son bilan carbone et d'avoir un progrès, vont faire que les sociétés elles vont quand même commencer à mettre des pressions sur les transporteurs fluviaux. Et peut-être qu'il y a un moment donné, quand on vendait un transport à un client à un prix de 100 et que ça devient 140 décarboné, il va peut-être dire oui, parce qu'en fait, il sera obligé de le faire pour pouvoir remplir ses critères et pour pouvoir être capable de lever des fonds auprès de ses banques et pour pouvoir être assuré dans son métier. Parce que c'est ça les deux enjeux qui sont la conséquence des rapports ESG, qu'ils soient positifs ou pas. Donc en fait, on est dans une bascule multifactorielle, mais elle doit être faite sous contrainte. D'où l'importance de travailler avec la Commission européenne, de se faire davantage connaître et reconnaître au niveau de la Commission européenne pour que toutes ces réglementations n'oublient pas le secteur fluvial. À la fois pour obliger, comme tu le dis, mais aussi pour reverser en fait les financements obtenus des déclarations de carbone et des émissions émises par les chargeurs ou les transporteurs. Vous avez tous les deux abordé des projets qui sont en cours ou qui ont été menés. Je sais que c'est un petit peu tôt pour tirer des enseignements, en tout cas pour que vous nous les exprimiez aujourd'hui, mais selon vous, est-ce que ces projets ils sont reproductibles sur l'ensemble du réseau fluvial ? Vous avez parlé de réglementation, de normes européennes, etc. Est-ce qu'on parle vraiment de projets et de déploiement de solutions à l'échelle européenne aujourd'hui ? Ah oui, enfin, aujourd'hui, bon, moi je représente les voies navigables de France, mais en même temps, tous les choix qui sont faits, on les fait vraiment au regard de ce que font nos voisins européens. L'idée, c'est de ne pas développer des choix qui ne seraient pas développés par nos autres voisins européens. C'est pour ça que, par exemple, le projet Zero Emission Service dont je viens de parler est un projet qui est inspirant pour nous, que l'on va analyser et qui sera peut-être répliqué en France avec ou sans recharge rapide. Ça, c'est des choix qu'on doit faire parce qu'ensuite, il y a quand même toute la diversité territoriale, c'est-à-dire et le gabarit des voies navigables. Quand on navigue en Hollande, et tu le sais bien, les gabarits ne sont pas les mêmes que certains gabarits que l'on retrouve en France. Nous, Voies navigables de France, on gère des voies navigables et ces voies navigables intègrent des voies à grand gabarit comme des voies à petit gabarit où seuls des petits bateaux de 38,50 m naviguent. Donc, effectivement, le modèle énergétique, économique n'est pas du tout le même sur ces petites voies de navigation que sur les grands axes que sont le Rhône, la Seine, le Rhin et la Moselle. Concernant le sujet de la réglementation, en fait, notre modèle il est différent des autres modes de transport. Je vais donner 2 exemples. Quand on fabrique un avion, Airbus fait tout son design, il fabrique son avion, il fait un démonstrateur, il va faire la qualification de l'avion et après il peut les fabriquer à la chaîne les uns derrière les autres. C'est la même chose pour Alstom, pour le train, pour le TGV. Il y a une rame qui est faite, qui est designée, puis après elle est reproduite. Et nous, dans le fluvial, chaque bateau est unique et du coup il va répondre à une réglementation. Et donc à chaque innovation technologique, en fait, notre métier, c'est d'être accompagné à la fois par notre société de classe, par notre, on va dire, organisme d'État, pour aller dans notre zone qui écrit la réglementation, qui est au niveau de l'Europe, pour pouvoir en fait faire qualifier la méthode ou la manière dont sera construite tous les bateaux. Voilà. Et donc c'est un système qui est assez différent. Donc aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a eu des innovations, à la fois pour passer en diesel électrique, à la fois pour avoir
de l'hydrogène, des stockages d'hydrogène et des batteries, c'est quelque chose qui a été du coup réglementé dans la manière de construire. Voilà. Donc c'est vraiment... donc aujourd'hui, tout a été mis en place pour être prêt, pour que le secteur, si le GNL, j'ai oublié de le citer, mais c'est le cas aussi, dès on voudra changer de brique technologique, on sera capable de le faire parce que la réglementation est prête. C'était un effort, mais c'est fait. Et ça a pris combien de temps du coup pour se mettre d'accord sur une telle réglementation ? En fait, on a la chance d'avoir un double niveau qui se fait à la fois au niveau de la CCNR. Donc en fait, c'est les gens qui sont autour de la Commission centrale du Rhin. Voilà. Donc c'est des Européens plus la Suisse et de la Commission européenne. Et en fait, ils font quelque chose de miroir sur cette réglementation. Et les gens qui sont autour de la table, c'est plutôt bien fait. C'est-à-dire que, alors oui, quand on est industriel, on se dit que 2 ans, c'est très important. Mais en fait, finalement, à l'échelle d'une vie, c'est plutôt rapide. Alors, au-delà de l'énergie, la digitalisation est aussi un levier majeur pour moderniser le transport fluvial. Selon vous, quelles innovations numériques pourraient transformer le secteur à court terme ? En fait, nos entreprises, elles répondent à tout ce qui se passe dans le monde de l'entreprise actuelle. On a eu l'arrivée du mail, avec toute l'arrivée de la data aussi à bord des bateaux. Et on va dire depuis 7-8 ans, il y a tout le programme de digitalisation qui sont mis en route dans toutes les entreprises du monde. Voilà. Et donc, le secteur a suivi cette bascule-là. Le secteur, elle a suivi aussi ce sujet-là pour les appareils qui sont embarqués. Les AIS, on a de la maintenance de moteur qui se fait à distance, on a de la position. Et donc, la profession a suivi les innovations numériques. On ne peut pas dire... voilà. Et donc, en fait, aujourd'hui, les bateaux, ils sont intégrés dans un système global qui va d'un port maritime à un port fluvial intérieur. Il y a de la data qui peut passer, il y a de la data qui est connectée aussi entre les entreprises et entre le donneur d'ordre et peut-être parfois avec le client final. Donc ça, on est dans des entreprises qui sont connectées aujourd'hui, comme dans toutes les entreprises. Ce que je voulais simplement dire, c'est que grâce à l'AIS, aujourd'hui, on a un suivi en temps réel des bateaux, de leur position. Est-ce que tu peux juste nous expliquer ce que c'est l'AIS ? L'AIS, c'est le suivi par satellite en fait des bateaux et ce qui permet d'avoir la position des bateaux en temps réel. Aujourd'hui, on n'utilise peut-être pas à leur pleine capacité ces données-là, mais l'objectif, c'est bien de pouvoir, grâce à la data, les utiliser et exploiter davantage les données que nous avons au niveau des bateaux, leur géolocalisation pour développer l'intelligence artificielle générative et alimenter des outils digitaux qui puissent nous permettre d'avoir peut-être de développer des conditions de trafic un peu plus prédictives et donc d'anticiper l'organisation du transport fluvial sur notre réseau et surtout d'anticiper la manutention fluviale dans les ports qui aujourd'hui se fait lorsque le navire de mer arrive. On organise la manutention portuaire, mais il n'y a peut-être pas l'anticipation suffisante qui pourrait permettre de fluidifier davantage les flux, même s'ils le sont déjà beaucoup, puisque les opérateurs ont développé cette possibilité-là depuis déjà quelques années. Donc de dédouaner, par exemple, la marchandise sur la barge, sur les bateaux, ce qui permet de gagner en temps lors du passage portuaire. Et le transport fluvial aussi a été intégré dans les systèmes d'information communautaires portuaires, par exemple le système d'information CI5 du Grand Port Maritime de Marseille, où sont intégrées l'ensemble des données des voyages des bateaux. Et du coup, justement, toutes ces données qui transitent, ça peut créer des problèmes liés à la cybersécurité, à la gouvernance des données. Est-ce que tous les secteurs sont confrontés à ces sujets-là, donc comment le transport fluvial s'y est préparé ou gère ce genre de problématiques ? En fait, pour résumer, je pense qu'il y a vraiment deux volants de données. Le premier, c'est celui que décrit Cécile, qui permet en fait d'organiser le mouvement global sur les voies navigables et puis de faciliter les arrivées et les départs de bateaux. Et il y a un deuxième, c'est la donnée locale du bateau et sur lequel peu de transporteurs ont travaillé dessus. Parce que en fait,
de mettre à côté une cargaison de gasoil, de e-méthanol, de HVO et ainsi de suite, ça n'a pas de sens dans des statistiques. Et tous les transporteurs, en fait, sont plutôt dans une autre démarche, c'est de dire on met notre data à disposition de nos clients. C'est-à-dire que quand on va transporter, par exemple, du e-méthanol, qui est une molécule qui vaut tellement cher, c'est que le propriétaire de la molécule, il veut savoir exactement où est son bateau, où est sa cargaison en permanence. Il veut savoir quel niveau il y a dans sa cargaison. Il veut savoir quel niveau il y a dans le stockage. Il veut savoir quel niveau a été consommé par son usine en permanence. Et en fait, du coup, la data du transporteur fluvial, elle est essentielle à ce moment-là. Donc ça, c'est des flux qui sont assez sécurisés, sur lesquels on a quelques clients qui demandent à avoir les positions exactes des bateaux. On a nos logiciels qui, aujourd'hui, en termes de sécurité, envoient plutôt des rapports par mail sur des adresses génériques de nos clients en disant « Voilà la position de nos bateaux ce matin avec vos cargaisons ». Donc ça se fait très bien et c'est quotidien. Enfin, c'est même matin et soir en zone ARA. Voilà, ils le demandent en zone ARA, qui est la zone Anvers-Rotterdam-Amsterdam. Et du coup, pour dériver sur ce qui concerne la sécurité de la data, aujourd'hui, la data qui appartient aux entreprises, elle n'est pas ou peu partagée. Celle qui est en commun, elle est en commun parce que, sur un gestionnaire d'autoroute, il voit passer toutes les plaques de tous les camions, quoi. Et du coup, il y a de la data qui est publique et il y a de la data qui est privée. En termes de cybersécurité, c'est un vrai sujet qui est double, qui est à la fois du côté de l'entreprise avec sa capacité à continuer à organiser ses transports, et sur lequel on pourrait vivre une attaque dramatique comme des entreprises le vivent. Et la deuxième, c'est au niveau de la sécurité du bateau, c'est-à-dire une prise de commande à distance de bateau, comme on sait que c'est très, très possible que ça arrive un jour, quoi. Voilà. Et donc on doit avoir un haut niveau de sécurité, à la fois sur les logiciels qui sont à bord avec toutes les mises à jour, le personnel qui est à bord qui doit être bien formé à ne pas se faire avoir par les petits mails de phishing et ainsi de suite, et puis aussi à terre pour organiser les transports. Je partage juste un chiffre, hein. À l'échelle de notre groupe, on a des journées, donc on a 500 ordinateurs, 500 licences Windows, on va dire, et il y a des journées où on a plus de 10 000 attaques. Donc ça veut dire que notre bataille, elle est permanente, où il y a toutes les minutes quelqu'un qui tente de faire un mot de passe par rapport à un email sur un compte Office 365, ou d'envoyer un email avec un phishing, ou d'envoyer une pièce jointe de demande de signature électronique, ou d'envoyer une arnaque au président. Et ça, il y en a une par minute pour que 500 postes. Donc vous imaginez à l'échelle d'autres entreprises. Donc la cybersécurité, c'est quelque chose d'essentiel dans toutes les entreprises aujourd'hui, et surtout celles qui ont des unités qui sont conduites par des ordinateurs. Je voulais parler maintenant de l'automatisation qui commence à émerger dans le secteur fluvial, souvent sous forme d'assistance à la navigation. Est-ce qu'il y a vous pouvez nous citer des exemples concrets liés à ces usages-là dans le secteur ? L'automatisation commence, et oui, elle commence en effet. Elle commence avec, on va citer 2 exemples. Le premier, c'est la commande à distance des bateaux. Donc il y a une entreprise qui est assez connue qui s'appelle Sifar, qui est basée en zone Anvers-Rotterdam-Amsterdam, et qui en fait pilote les bateaux en remote, c'est-à-dire à distance. Ils ont toutes les commandes sous les mains. C'est des gens qui ont le permis. Ça n'enlève pas les gens qu'on a à bord, mais en fait c'est vraiment la première étape pour commander à distance. En fait, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'on va commander à distance un bateau, ou est-ce que le bateau va se conduire tout seul, et comment est-ce qu'il va se conduire tout seul. Donc cette expérience, elle a lieu, elle a des dérogations pour avoir 1 ou 2 personnes de moins à bord, ce qui nous arrange aussi en termes d'équipage, de membres d'équipage à bord. C'est un pilote qui peut conduire un certain nombre d'heures avec un bateau, puis changer de bateau pendant un certain nombre d'autres heures. Donc en fait, ça peut être un grand avantage. Donc on a des bonnes optimisations. Donc ça, c'est une première phase d'automatisation qui est en train de se développer. Une deuxième qui est le track pilote, qui est en fait une conduite autonome. Donc c'est une combinaison entre la position de l'unité et ses déplacements, et en fait elle asservit tout le bateau. Et donc on demande du coup à cet automatisme de suivre une trajectoire qui a été rentrée au préalable dans
l'unité. Et cet été, je naviguais sur un de nos bateaux entre Strasbourg et Bâle. Donc j'ai passé un certain nombre d'écluses et c'est assez bluffant en fait. C'est-à-dire que on donne la trajectoire, on suit une trajectoire moyenne qui a été à peu près définie et on dit au bateau, maintenant on avait le choix, soit la commande de la barre était en direct, c'est-à-dire on tourne 10 degrés et le gouvernail tourne de 10 degrés, soit on marchait par cap, donc on disait tiens, tourne de 10 degrés sur le prochain kilomètre et la barre suit un cap, et sinon il y a l'asservissement total, c'est-à-dire tu te mets sur la trajectoire que je t'ai demandé. Et puis il y a quelque chose de un peu plus... il y a des boutons sur le côté qui disent tiens, aujourd'hui, sur la trajectoire, j'ai beaucoup de bateaux qui sont garés sur la droite de la trajectoire. Du coup, pour éviter de les réveiller, ainsi de suite, je te demande de te décaler. Et donc, on appuie une fois sur un bouton, ça met à 5 mètres de décalage, 10 mètres de décalage, 15 mètres de décalage, 20 mètres de décalage. Et on est capable de décaler son bateau par rapport à la trajectoire qui est demandée. Et ça marche très, très bien. Alors, il y a 2 sujets de sécurité face à ça. C'est l'endormissement des pilotes, parce qu'ils ne travaillent plus. Et du coup, le contrôle qui soit aussi actif à la barre de ce track pilote. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas été résolu parce qu'il n'y a pas encore de réglementation qui était faite. Donc, il y a eu quelques incidents avec les track pilotes parce que l'ingénierie du bateau, elle est faite par le propriétaire du bateau. Quand on modifie, je reviens à mon Airbus, ou quand on remodifie mon TGV d'Alstom, il perd sa certification. Quand on modifie un bateau, sur ce sujet-là, en tout cas, il ne perd pas sa certification. Sur d'autres sujets, il la perd. Et donc, c'est un vrai enjeu de comment est-ce qu'on va utiliser le track pilote dans les années qui viennent. C'est-à-dire, il va falloir se positionner comme si on avait des pilotes d'avion ou des conducteurs de TGV, où ils ont des obligations de toucher la manette un certain nombre de fois par minute pour pouvoir en fait laisser l'unité en sécurité. Et ça, c'est l'enjeu des années qui viennent. Comme le disait Mathieu, la navigation semi-autonome, enfin l'aide à distance à la navigation, c'est un sujet qui est complexe mais très important dans le sens où aujourd'hui on constate que dans les années futures on risque de faire face à une pénurie de navigants et donc on a quand même besoin de se préparer à cette perspective-là et de préparer la profession à cette perspective-là. Donc pour ce faire on a lancé donc VNF en fin d'année, là au mois de septembre 2025, un appel à manifestation d'intérêt sur donc le bateau autonome. L'idée c'est de savoir quelles sont les idées qui émergent, quelles sont les entreprises qui ont des solutions à proposer, comment cela pourrait s'opérer sur notre réseau et de quelle manière on pourrait le faire dans un cadre collaboratif via des appels à projets européens, des financements sur des appels aux projets européens ou sur des financements sur notre plan d'aide à la modernisation et à l'innovation. Donc, on a bon espoir d'avoir des réponses très intéressantes et très pertinentes à explorer courant 2026. On est accompagné par le pôle de compétitivité CARA pour réaliser et suivre cette AMI. L'idée de travailler avec un pôle de compétitivité, c'était vraiment d'avoir ce recul scientifique, cette connaissance aussi du tissu industriel et des entreprises qui œuvrent déjà sur ces sujets-là, plutôt sur la partie routière, parce qu'il est vrai qu'au niveau du pôle, vous avez des compétences beaucoup plus pertinentes sur la route. Mais pour nous, c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est de faire du transfert de technologie à la fois des autres secteurs des mobilités et de s'inspirer de ce qui se fait sur la route et aussi sur le secteur maritime. Je voulais aussi ajouter que nous, au sein de VNF, on s'organise également pour préparer l'avenir et pour se moderniser. Et jusqu'à aujourd'hui, on est organisé autour d'écluses qui permettent de gérer la navigation sur notre réseau. Et aujourd'hui, ces écluses sont opérées par des éclusiers qui vivent à côté des écluses, qui ont leur maison près des écluses et qui viennent opérer les écluses à chaque fois qu'un bateau passe. Ça, c'est le modèle d'aujourd'hui qui est bientôt celui d'hier.
puisque nous sommes en train de réorganiser tout ça. C'est une grosse transformation au niveau de l'établissement, avec donc la mise en place de postes de commande centralisés à distance. Donc voilà, demain, si on poursuit dans les voies qu'a évoqué Mathieu, les transformations que VNF mène aujourd'hui, on risque d'avoir une navigation avec des bateaux qui vont être contrôlés, semi-contrôlés à distance et des écluses qui le seront également. Donc, je reviens sur l'aspect gestion de la donnée et risque pour l'information. Il va falloir vraiment qu'on soit très, très prudent sur les canaux d'information pour que tout cela soit fait de manière très, très sécurisée. L'AMI bateau navigation autonome a aussi un autre objectif que j'avais oublié de préciser. L'objectif, c'est aussi d'accompagner la relance du trafic sur le petit gabarit. Aujourd'hui, sur les réseaux de petits gabarits, peu de trafic, de moins en moins de trafic fluvial, de moins en moins de marchandises qui sont transportées. Et c'est quand même vraiment une problématique parce que ce sont des réseaux qui alimentent tous les territoires et qui peuvent permettre d'aller au cœur de nos territoires avec un mode décarboné. Donc l'idée, c'est que pour soulager le modèle économique de ce transport-là sur le petit gabarit, on souhaite également développer la navigation autonome et accompagner la réduction du nombre de navigants à bord pour que ce trafic puisse continuer d'exister sur le petit gabarit. On arrive au terme de cet échange. Pour conclure et avant de vous quitter, j'ai une dernière question. Si vous deviez imaginer le transport fluvial en 2035, à quoi ressemblerait-il ? Le transport fluvial en 2035, en fait, il aura une grande ressemblance à 2025 ou 2026, parce que la flotte se renouvelle assez lentement. Donc je pense que 80% des unités qui sont déjà en service aujourd'hui seront en service en 2035. Elles auront la chance peut-être d'avoir un nouvel carburant qui sera un peu moins fossile, qui s'appellera le HVO. Et par contre, en 2035, il faudra qu'on ait attaqué notre électrification de notre flotte pour pouvoir en fait basculer en 2050 à zéro émission. Voilà. Et 2035, c'est une photo qui ressemble à celle d'aujourd'hui. Donc en termes d'obligations réglementaires, l'objectif c'est moins 35% d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants locaux à 2035. Donc aujourd'hui, avec les solutions de branchement à quai des bateaux, qui aujourd'hui, quand ils sont à quai sur des opérations commerciales, fonctionnent sur des groupes électrogènes, on arrive presque à cet objectif-là de moins 35%, d'autant plus si on utilise des biocarburants, ce qui va être une obligation, puisqu'aujourd'hui, donc, la directive RED III va s'appliquer dans la plupart des pays européens, avec des objectifs de décarbonation des carburants, d'intensité carbone des carburants, et donc forcément, on arrivera à des choix et des carburants un peu moins carbonés. Donc 2035, c'est le branchement à quai électrique, des carburants moins carbonés, de la navigation à distance en expérimentation, avec par contre des postes de commande centralisés qui, eux, seront vraiment à distance et remplaceront l'organisation du passage des marchandises dans les écluses d'aujourd'hui. Et moi, ce que je vois, c'est que en 2035, on aura certainement l'image de ce que sera le transport fluvial en 2050 et on sera en train d'essayer de mettre en place l'ensemble des objectifs qu'on se sera fixés pour 2050 et que nous sommes déjà en train de nous fixer. Et on sera en train de travailler sur la manière dont on pourra les atteindre. Parce que là est vraiment toute la problématique. C'est de quelle manière nous allons être en capacité de réunir l'ensemble des investissements pour répondre à des objectifs aussi ambitieux que ceux de 2050. Merci à tous les deux pour ces échanges passionnants. Merci de nous avoir fait découvrir ce secteur parfois encore un peu méconnu et je suis sûre que nos auditeurs trouveront ça très intéressant. Merci de nous avoir accueillis. Et donc, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Raconte-moi les mobilités. Raconte-moi les mobilités, le podcast mensuel proposé par Cara, votre réseau d'acteurs du transport et de la mobilité. Retrouvez tous nos épisodes sur Deezer, Apple Podcasts, Spotify et YouTube.